Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour de rentrée pour KMT. Bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Ce soir, je suis en compagnie de Geneviève Laouchet. Geneviève, bonsoir. Bonsoir Simao, bonsoir à tous. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Le meurtrier présumé du jeune Yohan a été interpellé ce jeudi. La cour d'assises de la Martinique a rendu son verdict dans le procès Michel Mignon. La CGTM et le syndicat Force ouvrière étaient mobilisés aujourd'hui contre la loi El Khomri. Nous parlerons des producteurs de bananes martiniquais qui participent au séminaire européen de la filière à Strasbourg, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été présentée hier. Enfin, notre savoir et réfléchir ce soir portera sur les dépenses d'investissement réalisées par l'État dans les Outre-mer. C'est une affaire qui émeut vivement l'opinion publique. Comment ne pas s'indigner face à cet événement d'une extrême gravité? En Guadeloupe, Yohan, un lycéen de 15 ans, a été poignardé à la sortie des cours mardi 13 septembre dernier. L'adolescent suspecté du meurtre a été interpellé ce jeudi par la direction interrégionale de la police judiciaire et placé en garde à vue. Il s'apprêtait, semble-t-il, à quitter la Guadeloupe pour se rendre à la Dominique, son île natale. Il sera entendu par les enquêteurs. C'est donc une affaire à suivre. Une autre affaire tout aussi grave a été examinée par les jurés de la cour d'assises de la Martinique. Ce jeudi, après 3 jours d'audience, ils ont rendu leur verdict dans le procès du meurtre de Michel Mignon. Le quinquagénaire originaire de Bretagne avait été tué de 40 coups de couteau près de la marina du Marin en novembre 2013. Michel Mignon s'était installé en Martinique en 2011. Ce soir du 19 novembre 2013, il se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. 4 jeunes tombés en panne d'essence croisent sa route au Marin. Ils sont alcoolisés et sous l'effet de la drogue. L'un d'entre eux, Regan Henry, un Saint-Lucien de 31 ans, commet l'irréparable. Il tue Michel Mignon de 40 coups de couteau sous le regard des 3 autres hommes qui l'accompagnent. Olivier Patterson, Steven Lègle et Jimmy Belloni, eux aussi sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Hier, mercredi, les jurés ont donc rendu leur verdict dans cette affaire. Regan Henry a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Olivier Patterson et Jimmy Belloni, poursuivis pour s'être abstenus d'empêcher un crime, ont été acquittés et Steven Lègle a écopé de 5 ans de réclusion, dont 2 avec sursis pour extorsion de fonds. En France, un homme qui avait violé 2 adolescentes dans un parc en se faisant passer pour un gardien a été condamné à 11 ans de prison. La loi El Khomri, adoptée grâce au très controversé 49.3, continue jusqu'à ce jour de faire descendre les gens dans la rue. C'était encore le cas ce jeudi matin dans le centre-ville de Fort-de-France. La CGTM et le syndicat Force ouvrière ont en effet appelé à rejoindre le mouvement national qui réclame l'abrogation du texte législatif. Si 8 bureaux de poste ont fermé leurs portes pour l'occasion, on a dénombré en revanche que quelques dizaines de manifestants. Ah, il y a un truc... On se rend compte que la mobilisation s'essouffle quand même concernant les protestations contre la loi El Khomri. Ça vous semble normal? En fait, j'ai l'impression que, de toute façon, on ne peut plus faire grand-chose concernant la loi El Khomri d'un point de vue légal si les choses continuent à aller comme elles sont, puisqu'elle a été votée, même si elle a été votée au forceps, en quelque sorte. Mais ce qui me frappe, c'est que les différents hommes politiques de premier plan sont uniquement aujourd'hui occupés à une campagne présidentielle qui pourtant officiellement n'a pas encore été lancée. Et ils prononcent leur discours, ils se
critiquent les uns les autres et on n'a pas du tout l'impression qu'ils tiennent compte de leur environnement. On a l'impression qu'ils veulent le pouvoir et qu'ils n'entendent pas finalement gouverner pour le bien-être de la population. Et ceux qui prétendent, ceux qui parlent le plus finalement du bien-être de la population, eh bien on sait que leur tendance fait qu'en réalité, ils se préoccupent peut-être plus du bien-être de certaines catégories privilégiées de la population en réalité. Je vous remercie Geneviève. Le CREFOM, le Conseil représentatif des Français d'outre-mer, est une institution de défense des intérêts ultramarins au niveau national qui se veut apolitique. C'est pourquoi Patrick Caram, son président, devrait prochainement présenter sa démission. Membre du parti Les Républicains, Patrick Caram va en effet rejoindre l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, candidat aux primaires de la droite et du centre. On ignore encore qui sera son successeur. Les producteurs de bananes de la Martinique ont le sentiment d'avoir été écoutés par le commissaire européen de l'agriculture, Phil Hogan. Depuis le début de la semaine, il participe au séminaire des producteurs de bananes de l'Union européenne, organisé à Strasbourg. Il s'agissait pour eux de défendre notre banane face à l'entrée de la banane dollar dans l'Union européenne. Selon Éric de Lucie, le président de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, l'UGPBAN, Phil Hogan a assuré qu'il mesurait l'importance et la qualité de notre production locale. Il aurait également promis de venir sur place d'ici 2018. Vous souhaitiez réagir, Geneviève ? Oui, alors en fait, ça nous rappelle forcément ce documentaire qu'on avait vu sur Canal+, Les derniers maîtres de la Martinique, où on voyait les béquets producteurs de bananes à l'œuvre, et on voyait bien qu'ils avaient leurs entrées, y compris à l'Élysée, sans papier d'identité, sans rien, et on voyait aussi comment ils manipulaient en quelque sorte les autres producteurs de bananes venus d'autres pays. Donc cette nouvelle que vous venez d'annoncer a l'air d'être naturelle, a l'air d'être une conséquence de la facilité qu'ils ont de s'adresser aux responsables politiques au plus haut niveau. Merci. Nous vous en avons parlé, le programme territorial pour l'énergie a été présenté hier, mercredi 14 septembre à l'hôtel La Batelière, en présence des élus territoriaux, des responsables de l'ADEME, d'EDF et d'autres acteurs énergétiques de la Martinique. Il s'agissait de détailler la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire la liste des projets qui s'inscrivent dans la mise en application de la loi sur la transition énergétique de 2015. Ainsi, d'ici à 2020, 48 millions d'euros seront investis en Martinique afin de passer d'une consommation de 7% d'énergie renouvelable à 25% en 2018 et même 50% en 2023. Des objectifs que Louis Boutrin, président du Parc naturel régional et conseiller exécutif en charge du développement durable et de l'énergie, estime certes ambitieux, mais réalisables. Et pour les atteindre, plusieurs chantiers ont été présentés. Les barrages hydro-torrentiels sur nos rivières, un site d'utilisation de l'énergie thermique des mers au large de Bellefontaine, ou encore la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures du stade Louis-Achille et de la cité scolaire du quartier de Bellevue. À ce propos, hier, nous nous sommes interrogés quant à savoir si finalement, oui ou non, la collectivité territoriale de la Martinique compte intégrer dans son programme l'usine de biomasse du Galion parmi les énergies renouvelables. Eh bien, la réponse rendue par Louis Boutrin est on ne peut plus claire. Il a rappelé qu'Alfred Marie-Jeanne est fermement opposé à ce projet qui ne recevra donc aucun soutien financier de la collectivité. Il a également rappelé que l'autorisation de ce projet qu'il considère comme dangereux pour la santé et l'environnement a été délivrée par le ministère de l'Environnement et non par les élus martiniquais. C'est donc clair. En revanche, ce qui n'est pas clair, c'est de savoir pourquoi, compte tenu de cette opposition assumée au projet, la CTM n'est pas intervenue plus énergiquement dans cette affaire, notamment durant les manifestations de la Sopamar, où le seul élu présent était le maire du Prêcheur, Marcelin Nadeau. Construire les bases d'un nouveau modèle économique, c'est le nom de la conférence qui s'est tenue mardi 13 et mercredi 14 septembre sur le campus de l'Université des Antilles.
Co-organisée par la collectivité territoriale de Martinique et l'Agence française de développement, c'est donc une conférence au thème ambitieux qui a rassemblé une centaine de participants, des élus locaux, des partenaires institutionnels du domaine de l'emploi, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, des finances publiques, de la fiscalité ou encore de l'économie, mais aussi d'autres partenaires tels que le cabinet conseil DME ou encore l'INSEE. La matinée de mardi a été consacrée à un bilan diagnostique. Il s'agissait de passer en revue les caractéristiques structurelles de notre modèle de croissance et les facteurs de blocage. L'Assemblée s'est ensuite intéressée à l'évolution du chômage en Martinique, aux facteurs explicatifs, mais surtout aux pistes pour renforcer l'employabilité en tenant compte des spécificités de notre marché du travail. L'après-midi a été consacré à une réflexion sur les dispositifs de formation initiale et continue et sur l'amélioration des politiques publiques en faveur des entreprises. 2 ateliers avec un objectif principal, comprendre comment augmenter l'employabilité pour dynamiser notre secteur économique. Selon Olivier Sudry, économiste au cabinet DME, la croissance a été tirée vers le haut pendant très longtemps par les transferts publics, les subventions d'exploitation par exemple. Pour l'économiste, la réduction du chômage est le vecteur essentiel de la reprise de la croissance et il faut avant tout augmenter notre productivité, c'est-à-dire accomplir davantage de tâches en moins de temps. Hier, mercredi, les intervenants ont réfléchi aux moyens à mettre en œuvre pour favoriser un réel développement économique de notre île. La conférence s'est achevée par une synthèse et une feuille de route qui permettront, nous l'espérons, de traduire ces réflexions en actions concrètes à entreprendre. Un commentaire ? Oui, mais pour augmenter la productivité, encore faut-il avoir qu'il y ait du travail, quoi. Il faut produire quelque chose et à partir du moment où on produit quelque chose, on peut effectivement le produire avec plus d'efficacité. Or, nous avons un tissu productif qui, pour l'instant, est beaucoup trop faible, en quelque sorte, et qui est largement insuffisant. Je vous remercie. Le club Zilea, qui rassemble les acteurs touristiques de notre île, vient d'effectuer le bilan des chiffres du tourisme depuis le début de l'année. Et si globalement le résultat est assez satisfaisant, dans le détail, la situation est plus contrastée, avec un premier trimestre très positif, mais un second plutôt médiocre. De mauvais résultats que Philippe Lécuyer, le président de Zilea, attribue aux annonces alarmistes formulées autour de l'épidémie de Zika. En outre, si le nombre de visiteurs est en augmentation, il semble en revanche que la durée des séjours ait tendance à régresser. Que pensez-vous de ce bilan, Geneviève ? Il n'est pas très étonnant. C'est vrai qu'il y a eu des propos alarmistes à propos du Zika. En même temps, on peut comprendre, on peut se mettre à la place d'une femme enceinte qui se retrouve avec un problème grave, avec un enfant largement handicapée parce qu'elle aurait attrapé le Zika pendant qu'elle était enceinte. Mais en ce qui concerne la diminution de la durée des séjours dont vous avez parlé, eh bien, en fait, ça peut se comprendre de par le fait que il y a des difficultés économiques. Les ménages connaissent des difficultés économiques et comme nous ne sommes pas positionnés sur un créneau extrêmement luxueux, si vous voulez, du tourisme, eh bien, on a effectivement des touristes qui peuvent souffrir d'une relative diminution de leurs revenus ou qui ne veulent pas dépenser tous leurs revenus parce qu'ils préfèrent constituer une épargne de précaution, parce qu'ils ont peur de se retrouver au chômage, par exemple. Nombreuses sont les personnes qui ont peur de se retrouver au chômage ou qui ont un enfant adulte au chômage, enfin qui ne peuvent pas se payer des vacances aussi longues qu'elle le faisait avant. Donc, comme nous sommes pris ici en Martinique dans un contexte économique global, il n'est pas très surprenant que la durée des séjours diminue sans que soit forcément mise en cause la qualité de notre accueil. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.